Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, votre rendez-vous avec Michel Onfray et l'équipe de Front Populaire. Vous nous retrouvez pour la deuxième saison de l'heure libre, de partenariat aussi avec Sud Radio. Une émission qui va continuer de vous expliquer l'actualité autrement, d'un point de vue souverainiste, en se posant toujours la question de la France en priorité. Alors avant de vous proposer le sommaire du jour et de vous présenter notre invitée, qui est une invitée, Anne Rosanchet, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, j'ai une question hautement philosophique à poser à Michel Onfray. Michel, est-ce que vous avez passé un bel été ? Ah mais oui, au travail, moi j'ai pas de vacances, c'est-à-dire je change de lieu, je quitte la Normandie pour éviter la pluie, je suis au soleil mais je continue à travailler, j'ai fait avancer une biographie entre guillemets de Jésus. On en reparlera, j'en suis sûr. Oui. Alors Anne Rosanchet, vous avez eu un été studio, vous avez passé un bel été Un très bon été, j'ai moi en revanche coupé les écrans, le travail et j'ai lu de tout mon soul et j'avoue que je suis revenue revigoré. Bon, avec Michel, nous sommes ravis de vous accueillir, Anne, ainsi que Bertrand Guyot, qui est rédacteur en chef adjoint de frontpopulaire.fr. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble parler de l'actualité de la semaine, c'est évidemment la rentrée politique. Il y a eu Gérald Darmanin à Tourcoing, Nicolas Sarkozy qui continue dans les médias, après Jean-Luc Mélenchon à Châteauneuf-sur-Isère, puis les Verts au Havre, et puis il y a eu cette semaine aussi Emmanuel Macron avec les chefs de l'opposition. On a vu le circus médiaticus se remettre en route. Alors si vous le voulez bien, commençons par parler de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur ne cache plus ses ambitions pour 2027. Il se sent poussé des ailes. Il est aussi poussé dans le dos par Nicolas Sarkozy. Se positionner pour la présidentielle 2027, c'est-à-dire 3 ans et demi avant l'élection, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à cette obsession, alors que les Français sont dans une forme de souffrance sociale, préoccupés par l'inflation, la guerre en Ukraine? Les présidentielles, Michel, c'est vraiment une forme de peste, n'est-il pas ? Oui, bien sûr. Moi, je me souviens du mot du général de Gaulle qui parlait des politiciens. Un mélange de politiciens et de chiens, et effectivement on s'aperçoit que ces gens-là n'ont que le mot moi-même à la bouche, et personne ne parle de la France, personne ne parle des Français, personne ne parle des problèmes des Français. On sait très bien que les Français veulent parler d'immigration, que les Français veulent parler sécurité, qu'ils veulent parler pouvoir d'achat, enfin on sait toutes ces choses-là, on sait qu'ils veulent qu'on leur redonne le pouvoir, et Macron fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas entendre, en disant on va faire un tour de France, je vais questionner les gens, on va les solliciter, on va pas faire de référendum. Ces gens qui défendent la démocratie illibérale détestent les référendums. La dernière fois qu'ils ont eu lieu, que ce soit pour l'aéroport de Nantes ou pour le traité européen, les Français, enfin les gens consultés ont dit des choses et on leur a dit on fera le contraire de ce que vous nous avez demandé. C'est facile de faire de la politique aujourd'hui, il suffit juste d'écouter les Français, d'écouter le peuple, puisque le peuple est souverain. Mais ces gens-là ne pensent qu'à leur carrière, qu'à leur élection. Darmanin a quand même eu des ennuis avec la justice. Je veux bien qu'il ait été blanchi. Mais enfin bon, tout de même, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites. Je vais même pas lui demander de faire ses poucous en public, mais enfin, il y a un moment donné où on pourrait avoir un minimum de décence et de se dire qu'on n'est peut-être pas le meilleur ou le mieux qualifié pour présider aux destinées des Français. Pas du tout. Des années avant, ces gens-là s'en viennent nous dire on va prendre un petit créneau oublié, on va se servir du peuple. On va évidemment pas servir le peuple, mais on va se servir du peuple en disant ma mère était femme de ménage, moi je suis très proche du peuple, alors que ce monsieur a un parcours sarkozyste, c'est-à-dire le plus opposé au peuple. Sarkozy nous a dit récemment qu'il n'avait jamais trahi le peuple. Je rappelle juste que quand en 2005 le peuple dit qu'il ne veut pas du traité européen, en 2008 c'est un certain Sarkozy et quelques autres qui s'en viennent le trahir. Ouais. Alors Anne Rosanchet aussi, je vous pose la même question qu'à Michel Onfray. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à parler si tôt, d'afficher des ambitions si rapides ? Disons que dans les crises que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui paraissent indécentes et ça en fait en effet partie. Après, il y a quelque chose de presque naturel, il va falloir qu'on s'y fasse. D'abord, la présidentielle, elle a toujours un peu aimanté l'attention en 5e République. Moi aussi, je vais citer De Gaulle, ça c'est bien pour commencer l'année. Ouais. Il disait que le président de la République, c'est l'homme de la nation choisi par elle-même pour présider à son destin. En cela,
fois, je crois que c'est Marcel Gauchet qui dit que la Ve République a quelque chose de presque populiste en soi, dans le sens où le pouvoir est incarné et que c'est le rendez-vous suprême où, si vous voulez, on va présider à son destin. Donc ça a toujours aimanté ceux qui ont des ambitions politiques. Ça, c'est, je dirais, la chose structurelle. Maintenant, il y a un phénomène conjoncturel qui s'ajoute à cela, c'est que on est dans une situation où la tectonique va être complètement chamboulée. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Les partis traditionnels sont dans un état lamentable. Donc je crois qu'il y a une sorte de panique à vouloir se positionner très vite dans la course des petits chevaux. Et ça, en effet, ça renvoie... Et puis dans le camp présidentiel, c'était peut-être, comment dirais-je, essayer de se positionner avant Édouard Philippe, qui annonce un livre, lui aussi, mi-septembre. Exactement. Voilà. Enfin, qui va être l'occasion d'une grande promo, j'imagine, et d'un grand circus médiaticus aussi. Donc je crois que cette incertitude, ou plutôt le côté vierge des années qui viennent en termes de ce qui pourrait se passer, fait qu'on va avoir beaucoup de faux départs, de vraies ambitions, etc. Alors Nicolas Sarkozy nous a fait aussi savoir, à l'occasion de sa tournée promotionnelle pour son livre, qui n'est pas le succès attendu, d'ailleurs, il marche beaucoup moins bien que les précédents, il nous a fait savoir qu'il soutenait Gérald Darmanin. Alors, je voulais vous demander à tous les deux, vous y croyez, ou est-ce que le président n'a pas profité un peu de la promo de son livre pour se remettre au centre du jeu? Ce qui m'amène finalement à vous poser la question, est-ce que l'arbre Darmanin ne cache pas la forêt Sarkozy? Michel? Oui, on connaît Nicolas Sarkozy, il n'a qu'une seule conviction, c'est lui-même. Donc il a changé pas mal de convictions politiques ou idéologiques. Il est parfois gaulliste, il est parfois chiracien, il est parfois maastrichtien, il est parfois tout ce qu'on voudra, pourvu que ça lui permette d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir. Ces gens-là, je dis ces gens-là parce que je pense que Hollande est à peu près dans le même état d'esprit, c'est probablement, pensent toujours qu'ils pourront revenir. Ils ont vraiment l'impression qu'ils sont toujours là comme une espèce de général de Gaulle, encore une fois, dans sa traversée du désert, et qu'ils sont toujours disponibles, évidemment, pour la France. Évidemment pour la nation, de leur personne à la France, bien sûr, eux aussi. Et donc, il y a des baisers de Judas, vous savez, c'est-à-dire embrasser Darmanin de cette manière-là, c'est une façon de mieux l'étouffer, ou éventuellement de mettre son cadavre en travers de la route pour empêcher, alors qui un Wauquiez, qui un Bruno Le Maire, enfin, on ne sait pas vraiment, parce qu'aujourd'hui tout le monde a l'impression qu'il peut être président de la République. Moi je rencontre même des jeunes d'une vingtaine d'années qui y songent dès à présent. La fonction s'est considérablement abaissée, et donc je pense qu'il joue du billard à 3 ou 4 ou 5 bandes, Sarkozy, qu'il se sert Darmanin plutôt que de le servir. Et pas du genre à dire du bien de son semblable et de son prochain, surtout sur le terrain politique. Nicolas Sarkozy va dire du bien de Johnny Hallyday ou de Didier Barbelivien, mais parce qu'on est dans d'autres domaines, mais quand sur le terrain politique, cet homme n'a pas d'amis en dehors de lui-même. Donc je serais Darmanin, je me méfierais de ce baiser de Judas, parce que je pense que le moment venu, il sera passé par-dessus bord lui aussi comme les autres. Et vous, Anne Rosencher, vous partagez ce point de vue? Oui, disons que je pense que ce qui est intéressant, c'est que la filiation, elle est assez évidente avec Sarkozy 2007, c'est-à-dire cette volonté à l'époque, de prendre aussi bien dans l'électorat du Rassemblement national, qui à l'époque était le Front national, et on dirait de la droite traditionnelle, voire un peu du centre-droit. Nicolas Sarkozy avait réussi l'opération et il a déçu énormément l'électorat populaire de droite, énormément. Depuis, ils n'y sont pas revenus du tout. Voilà, ils ont été vraiment déçus. D'ailleurs, on a vu les LR s'effondrer depuis. Voilà, exactement. Et cette partie-là a été durablement siphonnée par Marine Le Pen et plus personne n'y est revenu. C'est pourquoi la stratégie de positionnement de Gérald Darmanin, j'avoue, je ne sais pas si c'est possible que quelqu'un réussisse à faire à nouveau... Mais ce soutien de Sarkozy, il est franc du collier ou pas? Moi, enfin, de toute façon, est-ce qu'il pèse vraiment? On voit son influence. Moi, je pense qu'on n'en sait rien. Que, en vérité, il s'est quand même représenté à des primaires, primaires de LR, qui n'a pas remporté. Que donc, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt, ça va être plutôt commenté par les médias
médias, on va dire, et par le personnel politique, que ça n'aura vraiment d'influence chez les électeurs, chez les Français. Je crois assez à cette idée que Nicolas Sarkozy n'a d'autres amis que lui-même. On va se retrouver dans un instant et se parler de la France insoumise et Europe Écologie. N'ont-ils pas totalement raté leur université d'été avec l'affaire Médine? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Retour dans l'heure libre, partenariat Sud Radio et Front Populaire. Nous parlons rentrée politique dans l'heure libre, toujours en compagnie de Michel Onfray et de Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, et Bertrand Guyot de frontpopulaire.fr. Alors parlons, si vous le voulez bien, de Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Les Verts se sont réunis au Havre et quelques jours plus tard, les filles à Châteauneuf-sur-Isère. Mais on a surtout entendu parler tout l'été de l'invitation de Médine à ces deux universités d'été. On peut dire que cette invitation d'un rappeur aux paroles ambiguës, pour le moins, sur la condamnation de l'islamisme, dont on se souvient du sulfureux projet qu'il entretenait de vouloir faire un concert pour son album Djihad au Bataclan, dont on a vu aussi des photos assez scandaleuses de lui en train de faire des quenelles. On rappelle qu'il s'agit d'un geste antisémite. Eh bien, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une erreur de casting. Eh bien, pas du tout. Les Verts comme les filles ont estimé que Médine avait toute sa place parmi eux. Et comble de l'affaire, Médine a tweeté à l'adresse de l'essayiste Rachel Kahn un jeu de mots douteux sur ses origines juives, Rescanpé, personne dérivant chez les social traites et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite. Bon, on peut au passage remarquer que les jeux de mots de Jean-Marie Le Pen comme Durafour crématoire créaient il y a 25 ans un émoi national, mais que les jeux de mots de Médine en revanche sont tout à fait convenables pour les amis de Jean-Luc Mélenchon. Michel, ça a dû faire siffler vos oreilles quand même cette histoire. Ouais, moi j'ai des acouphènes depuis un long moment là avec cette gauche-là, parce que je dois dire que je l'ai signalé très vite et très tôt, ce qui a valu une campagne de presse contre moi en disant on ferait d'abord des plus de gauche, ensuite il est de droite, et comme j'étais de droite, j'étais devenu d'extrême droite, évidemment, parce que moi je stigmatise un nouveau fascisme, j'appelle ça comme ça depuis longtemps. Alors je commence à voir des gens qui m'empruntent l'idée, ça me gêne pas beaucoup puisque je trouve qu'elle est juste, donc je vais pas revendiquer la paternité, mais enfin je l'ai écrit et ça fait très longtemps que je fais savoir qu'aujourd'hui on a le droit d'être phallocrate, on a le droit d'être misogyne, on a le droit d'être antisémite, on a le droit de défendre le patriarcat, on a le droit de détester les homosexuels, on a le droit de défendre la guerre, on a le droit de défendre la violence, pourvu qu'on se réclame de l'islam. Donc j'ai fait savoir qu'il y avait dans le Coran matière à prélèvement qui permettait de défendre ces choses-là. J'ai également dit qu'il y avait dans le Coran matière à défendre le contraire de ces choses-là. Mais Mélenchon a choisi, après avoir stigmatisé les femmes qui portaient le voile à une époque, après avoir défendu Maastricht pendant 25 ans, après avoir défendu Mitterrand et le défendre encore aujourd'hui, il s'est dit je veux être élu, je veux être élu, je veux être élu. Il s'est is no good, il veut être calife à la place du calife et il se dit qu'est-ce que je dois bien pouvoir enfourcher aujourd'hui comme cheval pour pouvoir être élu. Et il a choisi la stratégie de l'islamo-gauchisme en disant il faut absolument qu'on récupère l'électorat de banlieue, une espèce de lumpen prolétariat. Ça a remplacé le prolétariat de la dictature de Marx, ouais. Et du manifeste du Parti communiste. Et là, d'un seul coup, il se dit voilà, c'est le bras armé aujourd'hui de la destruction du capital et du capitalisme. Donc on va s'en servir. Simplement, ce qu'il imagine peu ou pas, c'est que ce sont les islamo-gauchistes qui se servent de lui. Je rappelle que je ne sais plus si c'est Ouria Boutelja qui avait fait savoir que c'était une prise de guerre, Mélenchon, et la chose était franchement dite, c'est-à-dire qu'il est entre les mains de ces gens en pensant que ces gens sont entre ses mains. Donc il est dans la surenchère, la détestation de la police, la défense de la tribu Adama Traoré, la défense de la Baïa, du voile aujourd'hui, des violences dans les rues, etc., etc. On ne prend jamais position en faveur d'un policier qui est tué, en faveur d'une femme qui est violée par un type qui a un casier judiciaire long comme le bras et qui procède du réenchantement du monde par la créolisation, etc., etc. Enfin, moi, je ne découvre rien. Je pense que d'un seul coup, les médias découvrent effectivement, parce que c'est gros comme le nez de Médine au milieu de la figure, que effectivement là, on va chercher un antisémite notoire. Mais c'est vieux dans l'histoire de la gauche, cet antisémitisme au nom de l'anticapitalisme, cette idée que l'argent, le capital, ce sont les États-Unis et que ce sont les Juifs qui détiennent le capital et l'argent. Alors on n'ose plus le dire aussi clairement. Maintenant, ça se disait comme ça avant Auschwitz. Après Auschwitz, il suffit juste de dire qu'on est antisioniste et puis ça suffit, et qu'on défend la cause palestinienne. Je suis toujours très étonné de voir des drapeaux algériens ou de voir des drapeaux palestiniens qui signifient tout ça hautement
honnêtement et clairement, et on ne voit aucun journaliste s'en offusquer, sauf peut-être parfois dans le Figaro, mais je dirais que de manière générale, dans le service public, on est très complaisant à l'endroit de l'islamo-gauchisme, qui était aussi un islamo-fascisme. Alors Anne Rosencher, vous qui êtes une spécialiste aussi de l'observation de la vie politique, vous pensez que cette stratégie politique, cette compromission, cet islamo-gauchisme peut être une stratégie payante pour Jean-Luc Mélenchon, sérieusement ? Alors ça dépend ce qu'on entend par payant. Moi je pense qu'il est en train d'épouvanter énormément de Français quand même. Et que globalement j'entends de plus en plus de ces électeurs potentiels qui sont absolument affligés par les lignes qui sont à chaque fois enfoncées par ces provocations qui sont plus que des provocations. D'ailleurs il faut arrêter de dire ça. C'est des choses assumées dans une stratégie politique. Et si vous voulez un des rôles de l'éditorialisme, moi j'aime parfois comparer ça à, vous savez, relier les points comme dans les jeux pour enfants, où à la fin quand on relie les points, ça fait une image. Bon, là il faut relier les points de ce que nous fait Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise depuis quelques années maintenant, quand il déclare au micro de France Info que Mohamed Merah c'était un accident tragique monté en épingle à la veille de la présidentielle pour stigmatiser les musulmans, par exemple. Sommet du complotisme. Oui, c'est un complotisme au centre duquel il y a des victimes juives, et donc l'idée que finalement tout ça, l'antisémitisme serait en fait quelque chose qui est utilisé pour stigmatiser les musulmans. Ça, on est au centre d'une matrice qui franchement sent très mauvais. Quand il dit de Éric Zemmour, quoi qu'on pense du programme d'Éric Zemmour, et moi j'ai écrit beaucoup pour m'y opposer, mais quand il dit qu'il est contre le mélange et la créolisation et contre le progrès parce que il est juif, et que le judaïsme est contre le mélange et le progrès, excusez-moi, mais franchement, ça fait beaucoup. Et quand le LFI accueille bras ouverts Corbyn, qui, rappelons-le, a été à la tête d'un parti travailliste qui a été condamné par des enquêtes indépendantes pour antisémitisme, pour avoir laissé pulluler l'antisémitisme, et qu'aujourd'hui ils font des tweets tout sourire pour l'accueillir bras ouverts, il y a un moment où on sait à qui ça parle, on sait à qui ça s'adresse. Et moi, je fais toujours l'effort de bien distinguer les électeurs parfois du parti ou des cadres des partis, parce que moi, je ne pense pas que quand on met un bulletin LFI, on met un bulletin antisémite. Mais enfin, il y a un moment où il faut dire arrêtez de considérer que ce qui est des lignes rouges à droite est oubliable à gauche, tout simplement parce qu'on se dit que on se récrimine en disant oh mon Dieu, moi l'antisémitisme, comment osez-vous? Il y a un moment où il n'y a que les faits qui comptent. Absolument. Alors que disent les amis de Jean-Luc Mélenchon pour justifier de leur soutien à Médine Bertrand Guyot? Alors à l'UPES, les réactions ont été diverses. Alors, chez Europe Écologie Les Verts, la séquence elle a embarrassé. Certains comme Julien Bayou, Noël Mamère ou Marie Toussaint, la future tête de liste pour les élections européennes, ont exprimé des doutes sinon plus. Des maires ont même refusé d'être présents aux universités d'été du parti. Et avec un paternalisme et une logique, somme toute assez étonnante, Sandrine Rousseau s'est déclarée favorable à cette invitation à condition que Médine reconnaisse le caractère antisémite de son tweet. Alors chacun jugera le raisonnement. Chez la France Insoumise, peu d'embarras, bien au contraire, on en parlait un instant. Donc Jean-Luc Mélenchon a tweeté « Médine n'est pas raciste, ça les dérange d'avoir un artiste qui est populaire et qui prend des positions ». Pour Mathilde Panot, il n'y a pas de sujet Médine. Elle estime que le rappeur a été victime d'une cabale ignoble menée par l'extrême droite, rien que ça, main dans la main avec les macronistes. Emmanuel Bompard de conclure, ça va durer combien de temps? Il a fait des erreurs, c'est bon, il les a reconnues. Poussière sur le tapis. Alors, juste pour noter quand même que malgré cette polémique, les deux interventions du rappeur aux deux universités d'été ont fait non seulement salle comble, mais ont été nourries de très vifs applaudissements. Et est-ce que, je pensais à elle, Rachel Kahn, comment a-t-elle répondu dans cette séquence quand même? Alors, l'essayiste, elle a peu goûté à ses réponses, très clairement. J'ai mal à cette gauche qui ne défend plus les principes républicains qui sont les siens, a-t-elle accusé dans un entretien publié au journal Le Monde cette semaine. Alors, elle est toujours remontée contre le rappeur. Il y a des mots qui sont des délits, ce n'est pas négociable, explique-t-elle, ajoutant « Médine est un multirécidiviste de paroles, de haine. Il fait ses excuses et à chaque fois, il revient avec un nouveau truc. »
Et au final, sur Twitter, ou plutôt sur X, devons-nous dire désormais, elle résume ainsi: l'affaire Médine qui marque cette fin de vacances est le symptôme d'un mal bien plus ancien, bien plus profond, un mal qui me dépasse grandement, un mal qui embarrasse manifestement à gauche différemment. Eh bien, dans un instant, on va continuer sur cette affaire Médine et on verra si ça donne vraiment consistance à ce qualificatif d'islamo-gauchisme dont on affuble évidemment Jean-Luc Mélenchon. On ira voir aussi ce qui se passe du côté de la Macronie. Décidément, je bafouille beaucoup, c'est la reprise, excusez-moi. Avec le président qui a réuni les chefs de l'opposition mardi soir jusqu'à très tard dans la nuit. Pourquoi donc si tard? Y avait-il tant à dire? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, on parle rentrée politique, toujours en compagnie de Michel Onfray et de Anne Rosincher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, et Bertrand Guyot de frontpopulaire.fr. Alors, on parlait de cette affaire Médine et de cet entêtement des amis de Jean-Luc Mélenchon à défendre bec et ongles Médine, jusqu'au ridicule, parfois, puisque je rappelle quand même que toute honte bue, Mathilde Panot, députée de la République, a mis sur le même plan Médine, Georges Brassens et Victor Hugo. Alors, je me suis demandé si Michel serait sensible au fait que je lui lise du Médine, s'il avait envie de comparer ses vers avec ceux de Brassens ou de Victor Hugo. Alors, je m'y suis risqué, j'ai pris une chanson qui se moque des femmes musulmanes qui se prennent pour des influenceuses un peu occidentalisées et qui oublient qui elles sont. Voilà ce que ça donne du Médine. Tu ne parles de Palestine quand tu la vois en top tweet. On ne fait pas l'intifada avec les briques de l'Aïd. En plus, elles sont trop grosses. On croirait des tacos. Karim ne ferait pas de toi sa halal si tu mets des potatoes. Aha, aha, aha. Zarma la fille bien, Zarma la poupilla. Tfouk harlekoum sur les perles d'Insta. Voyez, c'est du Victor Hugo selon Mathilde Panot. On disait un mot, Anne Rosincher, à l'instant. Dans le milieu du rap, il n'est d'ailleurs pas couronné de succès, Médine. C'est sa crédibilité, c'est surtout de savoir faire le buzz. Disons que par rapport aux grands vendeurs et aux grands populaires du rap comme Booba, etc., il est pas du tout au même niveau de popularité ou aimé par les aficionados du rap. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, depuis le départ, construit une notoriété sur la polémique, comme quand il avait voulu en effet faire son concert au Bataclan, ou qu'il y avait eu le clip et la chanson Sacrifions les laïcs juste avant Charlie Hebdo, voilà. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien le marketing médiatique, l'art de créer la polémique médiatique pour le coup, et je pense que sa participation aux universités d'été c'est dans cette stratégie. Voilà, de cette stratégie pour le coup plutôt fructueuse pour lui, parce que je pense que les Français vont finir par le connaître. Ouais. Alors vous croyez, Michel, que ça peut rentrer à la Pléiade, pardon, c'est une blague, mais je vais plutôt vous demander, est-ce que vous estimez, comme Pierre-André Taguieff, que cette convergence idéologique présuppose à la fois que la lutte contre l'antisémitisme est secondaire maintenant, résiduelle, dépassée, et que la lutte antiraciste doit désormais avoir pour cible principale, presque exclusive, ce qu'on appelle dans les milieux militants extrémistes, l'islamophobie? Je pense que vous dites que vous faites référence à que c'est de l'humour. Moi, je suis même pas bien sûr que ce soit franchement de l'humour aujourd'hui, de votre part, je sais bien. Mais nous allons vers ça, tout doucement, c'est-à-dire on avance en disant que le rap c'est la poésie d'aujourd'hui, et que après tout, quelques allitérations chez Verlaine font songer à des allitérations de rappeurs, et que finalement c'est de la poésie, et que dans la poésie on peut tout se permettre. Moi, je connais les éléments de langage. J'ai eu des discussions avec des gens qui nous disent que certaines chansons de Brassens, par exemple celle qui pense que un gorille doit pouvoir sexuellement s'accoupler avec un juge, c'était exactement la même chose, et que finalement il faut permettre aux artistes leur liberté d'expression, etc. Quand Orelsan dit sale pute, sale pute, sale pute, et que c'est une chanson que tout le monde trouve formidable, fantastique, en nous disant mais non, c'est la licence littéraire, etc. Je pense que c'était exactement la même chose avec les comiques. Sous prétexte de comique à France Inter, par exemple, ou sous prétexte d'être un artiste parce qu'on est rappeur
peur et que les allitérations font songer à Paul Verlaine, eh bien on peut tout dire, on peut tout se permettre. Je pense simplement qu'il y a une idéologie chez ces gens-là et que le problème c'est pas le support, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est-à-dire le problème c'est pas de savoir si on a le droit de tout dire quand on fait un film, quand on écrit un roman, quand on fait un poème ou je ne sais quoi. On sait très bien qu'aujourd'hui il y a des lois mémorielles et qu'on ne peut pas tout dire. Je pense simplement qu'il y a une grande tolérance aujourd'hui à l'endroit de l'antisémitisme et que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on cherche toujours un bouc émissaire. Il y a tout de même des gens aujourd'hui qui, se réclamant de l'islam, sont dans une haine totale à l'endroit des juifs. Moi, j'ai pu voir des conversations déraper quand les gens commençaient à parler un peu librement. Et à ce moment-là, oui, mais enfin, bon, sous prétexte de vaccin, sous prétexte de risette, sous prétexte de tout ça, enfin, tous les complotistes qui aujourd'hui s'en viennent nous expliquer que le monde est aux mains des juifs et que, etc. Point de suspension. Donc, je pense que nous ne sommes pas assez vigilants. C'est-à-dire qu'on fait semblant de dire que les leçons de l'histoire ne doivent pas être oubliées, mais elles sont totalement oubliées. C'est comme ça que l'antisémitisme a monté dans l'Europe des totalitarismes et des fascismes, et j'inclus l'Union soviétique, pas seulement les nazis. Il y a eu un antisémitisme d'État chez Staline, on l'oublie beaucoup. Il y a un antisémitisme chez certains communistes qui estiment effectivement que c'est le capital, c'est l'argent, etc. Et simplement, il y a une espèce de grande tolérance sur le service public, par exemple, pour tous ces gens-là, où on estime effectivement que, après tout, c'est la licence littéraire. Je pense que quand on fait des grands débats sur la forme, on en oublie le fond. Parlons de l'aspect poétique du rap si l'on veut, et faisons les mérites comparés de cette poésie ringarde et réactionnaire. Je rappelle que depuis Mallarmé, on fait plus de poésie comme ça. C'est l'idée qu'il y a à peu près que les gens qui font des vers du Mirliton le dimanche, qui font de la poésie comme ça en ayant l'impression que parce qu'on fait des rimes plates, des rimes croisées ou des assonances ou des allitérations, on est un poète. Non, on peut être aussi un mauvais poète. Et je pense qu'il y a dans le rap beaucoup de mauvais poètes et d'excellents théoriciens de l'antisémitisme et qu'il faudrait laisser de côté la poésie falsifiée de ces gens-là, poésie bas de gamme, pour voir un peu ce qui est le contenu de leur message. Je vois franchement un antisémitisme toléré, entretenu par le service public, par la presse de gauche et par la France insoumise qui en a fait son fonds de commerce. Alors, sans transition, Anne Rosanchet, je voudrais qu'on aille voir du côté un peu de la Macronie, puisque il s'est passé aussi beaucoup de choses cette semaine. Macron a fait sa rentrée et apparemment il est très en forme, très reposé, car il a réuni les chefs des partis mardi jusqu'à 3h du matin. Pourquoi si tard et pour dire quoi ? On a quelques échos de ce qui s'y est dit. C'était une espèce de grand débat, vous savez, comme il avait fait après les Gilets jaunes, mais façon un petit peu, on va dire, de luxe. Oui, la version de luxe ou les lambris dorés de la République. La version de luxe avec les clins d'œil à Saint-Denis. Disons que chez Emmanuel Macron, il y a souvent une intuition à la base qui n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que la démocratie représentative, et on en reviendra peut-être si on parle de référendum, est en crise. Il y a une impossibilité de faire un gouvernement de coalition, une difficulté à faire des accords dans le gouvernement ou dans l'Assemblée pour faire passer des lois. Et donc il se dit, il va falloir que je court-circuite ça et que je vois comment on fait une espèce d'union nationale. En soi, moi je pense qu'en vérité, l'heure est assez grave pour que ça se justifie. Le problème, c'est que en fait c'est la version théâtrale, c'est-à-dire c'est la version théâtre d'ombre. Est-ce que c'est que de sa faute ? Je ne sais pas, je pense que c'est aussi la faute des interlocuteurs. Personne n'a vraiment envie, tout le monde est dans son rôle de boutiquier, chacun dit sa petite boutique politique. Je dirais même de représentation, et en effet vous avez raison, de clientélisme. C'est-à-dire que quelque part la politique normalement c'est s'adresser à tout le monde. Ça n'est pas draguer une clientèle. Et ça, je trouve que... Ça, c'est la politique gaulliste. Ouais, mais en fait, c'est la politique tout court. Normalement, ça devrait même être une définition. Et en vérité, presque plus personne n'est dans cette définition-là. Donc, personne n'a vraiment envie de s'adresser aux autres, de s'adresser aux électorats des autres. Et tout le monde se dit, oulala, ne soyons pas compromis par des accords, des diagnostics partagés, etc. Mais en tout cas, le bilan est très maigre. Je vais donner la parole dans un instant à Michel Onfray, mais le bilan, faites-le, Bertrand Guyot, il est extrêmement maigre. Alors, avant de faire le bilan, je vais parler des petites réactions au sortir de la réunion. Donc, elles sont diverses. Réunion grotesque
presque coup de communication pour Manuel Bompard, de la France Insoumise. Fabien Roussel, lui, du Parti communiste français, est plus nuancé. C'est parler, c'est déjà une bonne chose, estime-t-il. Alors, quant au camp d'Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'on se veut particulièrement enthousiaste. Quelque chose s'est passé qui pourrait marquer l'histoire politique de notre pays. Ouais. Rien que ça, s'emballe le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Alors, très honnêtement, quand on regarde en effet au sortir de la réunion, on peine à voir la raison d'un tel emballement parce que pendant 12 heures d'échange... 12 heures d'échange. Une réflexion a en effet commencé sur la tenue d'un éventuel référendum, mais comme il se murmure à l'Élysée qu'on ne veut pas prendre le risque de le perdre, difficile de voir cette Arlésienne aboutir, en tout cas de voir comment elle pourrait aboutir. On a aussi éventuellement la proposition acceptée, le principe d'une conférence sociale sur les carrières et les salaires. Et seule la question de l'Ukraine semble avoir fait plus ou moins consensus. Ouais. Alors Michel Onfray, pour vous, ça rime à quoi cette réunion des chefs de l'opposition jusqu'à point d'heure? C'est du théâtre. Je pense que c'est du théâtre. On a vu les politiciens aussi sortir à 3h du matin et faire leurs petits commentaires. Et ils savent très bien qu'un petit commentaire à 3h du matin, ça va occuper toutes les chaînes d'infos pendant la journée suivante. Enfin, la journée qui s'annonce. Et donc, on va avoir le commentaire de machin qui commente le commentaire de bidule, etc., etc. Ce que dit Yann est fort juste et j'y souscris absolument. De fait, la politique, ça ne suppose pas qu'on aille draguer des catégories particulières et qu'on se dise, je fais la somme de ces catégories plus celle-ci, plus celle-là, puis je vais finir par avoir 51%, c'est ça qui me suffit. Il y a un moment donné où on s'adresse au peuple, parce que le peuple c'est la nation, parce que la nation c'est la France, et qu'on a le souci des Français, et on n'a pas besoin de faire des réunions pour savoir ce que pensent les Français ou les chefs de parti. Les chefs de parti ne pensent qu'à leur parti, qui eux ne pensent qu'à leur élection ou à leur réélection. Donc ça sert à rien de réunir tous ces gens-là, y compris jusqu'à 3h du matin. Ça n'a aucun sens. Le lendemain, de toute façon, ce dont on se souvient, c'est que ça s'est terminé à 3h du matin. Et que ça a duré 12 heures et que c'est une espèce de marathon. Mais en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire pour que la démocratie existe. Ce que fait Macron, c'est contourner la démocratie. Depuis le début, il contourne la démocratie en allant voir les gens sur place, en disant au moment des Gilets jaunes, je fais un tour un peu partout en France et je demande avec ce grand débat que les préfets me choisissent une population qui va être docile et soumise, qui va opiner du chef quand je vais parler. Et il y aura les télévisions ici et on dira, vous vous rendez compte, il a parlé 8 heures, c'est formidable. Il s'en va à la rencontre des Français, il s'en va à la rencontre des partis politiques, mais on lui demande pas ça, il n'est pas dans l'opposition, c'est pas quelqu'un qui voudrait être élu, il est élu, et il a été 2 fois élu, et mal élu en plus. Il sait ce que les Français veulent, on n'a pas besoin de réunir les partis politiques et les chefs des partis politiques pour savoir quelle est la politique qui doit être menée. On doit mener une politique particulière sur la sécurité, sur l'inflation, sur l'immigration, sur la question de l'éducation, de la santé, des services publics. On a le devoir de remettre en scène le peuple français. La démocratie, je le rappelle, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On doit faire des référendums, non pas pour savoir si on va les gagner ou les perdre, mais pour savoir si c'est bon pour la France. On fait pas un référendum en se disant mais je veux un plébiscite. On était quand même nettement plus cruel avec le général de Gaulle qui, lui, quand il perdait un référendum, s'en allait. Là, on se dit on va essayer de formuler la question pour obtenir un oui qui permettra un plébiscite. C'est comme ça qu'on envisage le référendum, et je ne parle même pas du préférendum, de je ne sais plus quel crétin qui crée des néologismes, comme si la démocratie ne suffisait pas. On a une démocratie, elle nous dit qu'il y a la possibilité de faire parler les élus du peuple ou de faire parler le peuple par lui-même. C'est écrit dans la Constitution. Les élus, on sait comment ils fonctionnent. Quand il a fallu mettre le vote de 2005 à la poubelle, les élus de droite et de gauche, les maastrichtiens en 2008, ont fait de telle sorte qu'on puisse mettre à la poubelle ce traité et de leur dire vous l'aurez tout de même et ça s'appellera le traité de Lisbonne. Donc essayons un peu maintenant la démocratie directe avec des vraies questions, parce que là on nous dit ah mais c'est compliqué les questions, mais moi je peux vous en faire 10 questions extrêmement faciles où il s'agira de répondre par oui ou par non. Donc on nous fait savoir que le référendum, faut pas y songer. Mais ce qui serait très intéressant, c'est le retour à la 4e République. Une petite alliance entre les macroniens et puis l'aile droite des Républicains et puis l'aile droite du Parti Socialiste. Allez, faites un effort, on pourrait peut-être gouverner ensemble. De fait, ces gens-là gouvernent ensemble depuis 30 ans. Mais depuis 30 ans, ils gouvernent ensemble, mais en disant ah oui, mais non, c'est pas exactement la même chose. Hollande, c'est pas Sarkozy, Sarkozy, c'est pas Hollande. Mais c'est la même politique. Et Macron pense qu'il devrait pouvoir réunir tous ces gens qui défendent la même politique. Il a juste pas compris que ces gens-là pensent comme lui, c'est-à-dire boutique et politique politicienne, et qu'ils n'ont aucun souci de la France et des Français, alors que les Français, eux, je le rappelle, sont quand même à 50% d'abstention. Absolument. Alors dans un instant, on va continuer à parler de la rentrée politique, et dans cette rentrée, la discrète préposition de référendum de Jordan Bardella, lui, sur l'immigration, qui est quand même une ancienne
du Rassemblement national depuis tant d'années. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray et de Anne Rosanchet, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. On parle rentrée politique ensemble. Et je vous le disais, la rentrée est un peu plus feutrée du côté du Rassemblement national. D'ailleurs, en général, c'est une espèce de constante. On ne les entend plus pendant l'été. Mais là, Jordan Bardella, en plus de s'être rendu à l'invitation du président Emmanuel Macron, a lancé l'idée d'un référendum sur l'immigration. De quoi s'agit-il, Bertrand Guyot? Est-ce bien neuf? Alors ce mardi, comme il l'avait annoncé 4 jours préalablement, Jordan Bardella a proposé l'organisation d'un référendum sur la politique d'immigration de la France qui pourrait se tenir le 9 juin 2024, en même temps que les élections européennes. Alors, il s'agit d'une proposition d'ailleurs antérieure à ce mandat, dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Pardonnez-moi, mais on devrait plutôt profiter des élections européennes pour se poser la question de l'appartenance à l'Union européenne. C'était une incidente. Bon, dans le programme présidentiel de Marine Le Pen figurait la proposition d'un référendum sur l'immigration pour instaurer dans le droit la notion de priorité nationale. Ça devait être d'ailleurs le premier référendum d'une longue série. On parlait tout à l'heure de faire revivre le référendum. Le Rassemblement national n'est pas le seul à le proposer. En mai dernier, Éric Ciotti, patron des Républicains, avait exprimé la même demande à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Alors, Emmanuel Macron, ce mardi, a retiré sa réticence à organiser ce référendum, et voilà. Notamment parce que, pour des raisons de constitutionnalité. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'idée séduit une majorité de la population. Un sondage CSA pour CNews, publié ce mercredi, indique que 65% des personnes interrogées sont favorables à l'organisation d'un référendum sur l'immigration, 1 personne sur 2 pour des personnes se disant de gauche. D'accord. Michel Onfray, vous êtes évidemment favorable au principe même du référendum, d'une manière générale, et dans le cas particulier, j'imagine que vous n'avez rien contre. Oui, mais enfin, on voit bien que le Rassemblement national est dans une logique de bourgeoise, de thésaurisation et de capitalisation de son petit magot de voix. C'est leur livret de la caisse d'épargne. Il faut pas trop y toucher, il faut pas prendre de gros risques. On risquerait de perdre sa somme, sa mise. Donc, on fait des référendums qui sont des référendums en sachant très bien qu'ils ne seront pas des référendums. Il est bien évident que jamais les Maastrichtiens ne proposeront un référendum sur la question de l'immigration. Ils savent très bien qu'ils le perdraient, qu'ils seraient obligés de refaire l'équivalent d'un traité de Lisbonne. 2 fois, ça va, quoi. Je crois que les gens comprendraient cette fois-ci qu'on se moque d'eux. Donc le Rassemblement national se dit il faut qu'on soit élu. La meilleure façon d'être élu, c'est de ne pas bouger, c'est de ne rien faire. Simplement, comme ils ne peuvent pas se transformer en statut de sel, ça se verrait vraiment trop. Donc il faut des petites choses de temps en temps. Ils disent des petits trucs en disant vous avez vu, on est quand même là, on existe quand même, on est propre, on est bien peigné, on vous donne une belle image de nous. Et puis on n'oublie pas la question de l'immigration. C'est secondaire la question de l'immigration. Et vous avez eu raison de dire que ce qui est prioritaire, c'est la question de l'appartenance à l'Europe maastrichtienne ou pas. Et pour avoir du courage, pour faire vraiment de la politique, pour redonner aux Français la possibilité de reprendre en main leur destin, la question est oui ou non pour le Frexit. C'est vraiment la question. Le Frexit, ça permet de retrouver la souveraineté nationale pour pouvoir faire ce qu'on veut. Le souverainisme, ça veut rien dire. Un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit voilà, je retrouve la barre et c'est moi qui pilote le bateau. Alors après, on peut continuer à piloter dans le même sens. C'est-à-dire que quand il y a quand les Anglais sortent de l'Europe, ils conservent la même politique, donc ça sert à rien de sortir de l'Europe s'il s'agit de garder la même politique. Il faut sortir de l'Europe pour faire une autre politique dans laquelle l'Europe est toujours comprise, bien sûr, parce que ça c'est un élément de langage des Maastrichtiens. Ils estiment que si on sort de leur Europe libérale, c'est qu'on ne veut pas de l'Europe du tout. Ça c'est un élément de langage. Mais pour ça, il faut une personnalité forte, un caractère, un tempérament, quelqu'un qui soit pédagogue sur le sujet et qui surtout ait des convictions. Et alors ça, pour le coup, c'est pas facile chez Marine Le Pen qui n'en a pas, et qui écoute les instituts de sondage et qui dit bon, l'écu, l'euro, le franc, on n'en sort pas, on touche pas à Schengen, on touche pas à l'Europe de Maastricht. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que Macron sait très bien qu'il n'a pas grand-chose à risquer dans cette affaire et que d'ailleurs Marine Le Pen arriverait au pouvoir, que très vite elle se méloniserait, si je puis me permettre l'expression, parce que il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de tempérament, il n'y a pas de déclaration à l'endroit des BRICS, par exemple, c'est-à-dire des plans B, car il y a des plans B, des politiques alternatives, car il y a des politiques alternatives, et de la possibilité de
dire nous allons retrouver un lien avec le peuple, avec régulièrement, je dis bien régulièrement, des référendums. Et pas seulement de dire on va faire des préférendums, des choix à questions multiples pour que nous puissions avoir 10% des gens pensent que, 3% pensent que, 7% pensent que, moyennant quoi il est important de ne pas agir, il est important d'être en même temps et de dire on est dedans et dehors en même temps. Il faut en finir avec ce personnel politique qui sert la soupe à Macron. En tout cas, en vous écoutant, je me dis que la personnalité capable d'expliquer le Frexit avec pédagogie, on pense à vous, hein, Michel. Mais enfin, Anne-Rose Hancher... Alors, je veux bien ne pas, enfin, qu'Anne me pardonne, mais je veux dire, si les gens pensent à moi, l'important c'est qu'ils pensent à nous. Car nous allons, à Front Populaire, on va pas révéler ne révélons rien. Qui seront révélés, mais je pense que nous allons travailler sur cette question. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette idée de référendum sur l'immigration? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf sous le soleil, Anne-Rose Hancher? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs d'un référendum pour savoir la position des Français sur l'immigration? Non, on n'en a pas besoin. Alors, moi, je vais défendre, et c'est un petit peu à contre-courant en ce moment, la démocratie représentative. Quand elle fonctionne, pour moi, c'est un summum de raffinement de la démocratie, parce que justement, c'est ce lieu finalement où on s'adresse à tout le monde en tentant de bâtir un langage commun. Un langage commun, c'est vraiment fondamental en politique, c'est la base, et c'est ce que ne font plus nos représentants, ou pas assez. Et c'est de cette crise de la démocratie représentative que vient, je pense, beaucoup les aspirations à plus de démocratie directe, parce que l'idée est, si vous voulez, de court-circuiter quelque chose qui ne fonctionne plus dans les corps intermédiaires, de manière plus générale d'ailleurs. Et peut-être qu'en effet, c'est pour ça que le Rassemblement national va sur le sujet de l'immigration, qui d'abord, vous l'avez rappelé en lancement, est une de leurs anciennes. Oui. Avec un T, hein, ancienne, vieille, pas avec exactement, un C. Et qui en plus, si vous voulez, fait partie de ces sujets où il semble y avoir, au fur et à mesure des sondages, une espèce de consensus, en tout cas 75% des Français de gauche et de droite qui demandent plus de régulation des flux migratoires. Ils ne sont pas contre l'immigration, mais pour une immigration contrôlée, c'est pour juste le ça. Contrôle. Et consensus qui ne se retrouve pas, ou en tout cas rapport d'opinion qui ne se retrouve pas forcément dans la conversation politique et médiatique. D'où, je pense, cette idée parfois de court-circuiter la démocratie représentative défaillante. Est-ce que pour autant il faudrait faire un référendum sur l'immigration? Je n'en sais rien. Moi, je suis plutôt pour les référendums, mais il me semble que leur esprit, en tout cas dans la Ve République, est plutôt sur des grandes questions d'autodétermination, en effet, ou d'institutions, et que cette histoire après de préférendum dont se moquait Michel Onfray, j'avoue que le terme est quand même assez risible, mais moi, compte tenu de la crise de la démocratie représentative, je ne suis pas contre. J'ai lu des choses très intéressantes. Inventer un petit peu des nouveaux outils qui permettraient... Mais on a l'impression que ça fait un peu d'écran de fumée, c'est surtout ça le problème. On a tellement été roulé dans la farine. Oui, c'est ça, mais il faudrait être un petit peu plus précis, un petit peu plus technique sur ce que ce serait. Mais cette idée finalement de classer par ordre de préférence ce qu'on voudrait... plutôt que de répondre à un oui-non qui, en effet, aujourd'hui, je pense, dans la crise que nous sommes, le risque du oui-non, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on fasse des référendums de popularité plus que des référendums d'autodétermination. Des plébiscites, disait Michel tout à l'heure. Voilà, des plébiscites. Anne, je voudrais profiter de votre passage parce que vous êtes une observatrice de la politique, évidemment, et le 13 septembre prochain, Édouard Philippe sort son prochain livre qui va aussi lui permettre de se positionner clairement en vue des présidentielles. Est-ce que vous avez des indiscrétions sur ce livre ? Il me semble que c'est un livre sur l'éducation, mais je ne crois pas que ce soit une grande indiscrétion parce que ça a été dit et écrit. Et après, bien sûr, il va y avoir... ça va être l'occasion pour lui d'être invité partout. Ça va être l'occasion de couverture de presse et de débat. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron lui a un petit peu
couper l'herbe sous le pied en faisant une grande... oui, et puis surtout en faisant beaucoup d'annonces sur l'éducation. Ouais. Alors je sais, je sens que le cœur de Michel Onfray entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin va pas savoir de quel côté balancer. Mais enfin, écoutez, notre émission tire à sa fin. Pour être au complet sur cette rentrée politique, il faut signaler les journées du souverainisme à Nîmes, les 23 et 24 septembre, avec Julien Aubert, Georges Kusmanovic, qui est régulièrement invité ici, mais également Nicolas Dupont-Aignan, Henri Guénaud, Florence Bergeau-Blaquer et Charles-Henri Gallois.